L'entropie fait référence à l'ordre qui maintient le désordre. Pour mieux comprendre ce paradoxe, on considère une population de n éléments qui agissent de manière aléatoire. Ils choisissent aléatoirement l'état dans lequel ils sont. Au début, les n éléments n'ont d'autre choix que de se trouver dans l'état A. C'est leur seule option jusqu'à ce qu'on leur propose d'être dans l'état B. Et dans ce cas, ils doivent choisir aléatoirement entre être dans l'état A ou être dans l'état B. Une question se pose alors, la naissance d'une alternative à A est-elle la mort du choix unanime de A? Nous allons essayer de répondre à cette question. On écrit d'abord la fonction création grille dont le but est de créer une grille de n cases qui se rapproche le plus d'un carré. Il faut donc trouver la longueur de ses côtés le plus proche possible et donc trouver les diviseurs de n qui sont les plus proches possibles, c'est-à-dire les diviseurs les plus proches de racine carrée de n. C'est pour ça que dans la ligne 14, on garde la partie entière de racine carrée de n car on veut un diviseur entier. Puis dans les lignes 15 et 16, tant que L ne divise pas n, eh ben on enlève toujours 1 à L. Quand on a trouvé le premier diviseur de n, on peut trouver le deuxième en faisant n divisé par L et on trouve C, le deuxième diviseur le plus proche de n. Et on peut donc créer notre tableau de L lignes et C colonnes rempli de 0 dans la ligne 18. Au début, toutes les cases valent 0, puis la fonction simulée va permettre pour cette grille de simuler m nombre de fois le choix aléatoire de l'état A ou l'état B. À chaque état sont respectivement associés le nombre 0 ou 1 qui correspondent aux couleurs aqua et black définies dans la ligne 21. Dans la ligne 26, on crée la grille. Puis dans les lignes 27 et 28, on veut retrouver le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pour le nombre de lignes, il suffit de compter le nombre de listes dans la grille, puisque la grille est une liste de listes. Et pour le nombre de colonnes, on calcule le nombre d'éléments dans la grille qu'on retrouve grâce à la méthode .size, et on le divise par le nombre de lignes. La ligne 29 affiche la grille, et dans la ligne 31, on lui donne le titre état numéro 0 dans A. On enregistre la grille sous le nom état0.png, puisque c'est l'état initial où aucune case n'a encore changé. On sauvegarde cette grille dans le dossier état. Dans les lignes 33 à 40, on affiche les états de la même manière, mais on opère m nombre de changements. Ainsi, dans la ligne 34, on choisit aléatoirement une ligne. Dans la ligne 35, on choisit aléatoirement une colonne. Et on peut voir dans la ligne 37 que ça nous permet de choisir aléatoirement une case de la grille qui prendra la valeur j, choisie aléatoirement entre 0, qui symbolise l'état B, et 1, qui symbolise l'état A. Représenter le paradoxe à l'aide d'une grille dont les cases changent de couleur peut être utile, mais pour un grand nombre de changements d'état, les grilles prennent beaucoup de temps à charger. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une représentation graphique. On commence d'abord dans la fonction état initial par créer une liste qui contient les n éléments à l'état 1. Puis dans la fonction changer, on change au hasard la valeur d'un élément aléatoirement choisi pour modéliser le changement d'état aléatoire auquel sont confrontés les éléments. La fonction 1 renvoie le nombre d'occurrences du nombre 1 dans une liste L, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui sont à l'état 1 dans cette liste L. On initialise la variable S à 0 en ligne 28, puis entre les lignes 29 et 31, on ajoute 1 à S à chaque fois qu'un élément de la liste L est égal à 1. La fonction 1 va donc retourner le nombre S d'occurrences successives du 1. La fonction état, elle, va combiner les fonctions état initial, changer et 1. Elle crée en effet la liste L0 de n éléments à l'état 1 dans la ligne 35, puis change k fois les éléments choisis aléatoirement dans la liste L0 dans les lignes 37 et 38. À la ligne 39, la fonction compte après chaque changement le nombre de 1. La fonction état renvoie la liste m du nombre d'éléments à l'état 1 à chaque changement de la liste L0. Pour la fonction représentée, elle prend en argument k et n avec k le nombre de changements et n le nombre d'éléments. Cette fonction permet de générer un graphique et sa courbe du nombre d'occurrences de 1 en fonction du nombre de changements pour enfin enregistrer le graphique résultant dans un fichier PNG. Par la suite, on remarque que nous faisons appel à la fonction état évoquée précédemment, avec y une variable qui prend le résultat obtenu par cette fonction. À la ligne 49, nous avons créé la variable x représentant une liste d'éléments 0. À la ligne 50, nous faisons appel à une boucle qui va permettre à la variable x de représenter une liste représentant le nombre de changements, qui est k. De plus, nous avons fait appel précédemment à la bibliothèque matplotlib, qui va nous permettre de créer et générer un graphique. Les lignes 52 à 54 permettent de définir le titre du graphique, le titre de l'axe des abscisses et le titre de l'axe des ordonnées. La ligne 55 permet de créer la courbe du graphique avec les variables x et y. Cette courbe va représenter le nombre d'occurrences de 1, ici k,
en fonction du nombre de changements, ici x. Enfin, grâce à la ligne 56, nous sauvegardons le graphique dans un fichier PNG dans le répertoire graphique. Pour ce qui est de la fonction tracée, elle a le même objectif que la fonction représentée, à la seule différence qu'elle a un argument en plus, m, qui représente le nombre de courbes voulues au graphique. Cela va nous permettre de voir si, oui ou non, il y a une similitude entre les différentes courbes. Les lignes 62 à 64 ont les mêmes objectifs expliqués précédemment, par la fonction représentée. Nous allons plutôt nous intéresser à partir de la ligne 65. Celle-ci permet de créer une boucle d'arguments m. Elle va donc permettre de créer le nombre de courbes voulues. De la ligne 66 à 70, nous créons une courbe avec une fois de plus y en fonction de x. Y étant la variable représentant le nombre d'occurrences de 1 et x le nombre de changements. Ainsi, si m égale 2, nous aurons la partie de la ligne 66 à 70 effectuée 2 fois. Nous obtiendrons alors 2 courbes. Enfin, nous sauvegardons le graphique dans un fichier PNG dans le répertoire graphique. La fonction instant prend pour argument s, qui est une liste d'occurrences de 1, et n, un nombre de 1 maximum. Ensuite, elle initie une liste t vide. On répète ensuite le nombre de fois de la liste s les deux lignes suivantes. Si dans la liste S, on prend ensuite la case de la position du nombre de fois réitéré, puis on regarde si c'est égal à n. Si c'est le cas, alors on ajoute à la liste T une case qui est le nombre de fois qu'on a répété la condition. La liste renvoie ensuite T. La fonction écart prend en argument une liste T qui est équivalente à l'écart entre les fois où on revient à un nombre d'occurrences de 1 maximum. Ensuite, elle déclare une liste vide, E, puis réitère la taille de T, les deux lignes de code suivantes. On définit un entier J à la case de T du nombre de réitérations plus 1, moins la taille de T du nombre de réitérations. Puis, on ajoute à E, J. Enfin, la fonction renvoie E. La fonction moyenne prend pour argument E, puis définit un entier U qui est égal à 0. Ensuite, elle définit un entier K qui parcourt et prend les valeurs de la liste E. Elle fait ensuite U plus la valeur de K. Enfin, la fonction renvoie U divisé par la taille de E. Combiner est une fonction qui prend pour argument la liste S et l'entier N et fait appel à un instant, écart et moyenne pour regrouper les trois fonctions. Elle renvoie ensuite le résultat. Pour la fonction graphe moyenne, elle a le même objectif que représentée. Elle permet de créer une courbe d'argument y en fonction de x. En revanche, cette fonction permet également, grâce au fait de faire appel à la fonction état et combiner, de calculer la moyenne pour laquelle le nombre d'occurrences de 1 revient à l'état initial. La fonction tracée. La fonction tracée permet de représenter graphiquement une simulation pour visualiser l'évolution du nombre de choix de l'alternative A en fonction du nombre de changements d'état. Quand le nombre de changements d'état est moyen et que le nombre d'éléments est grand, peu importe le nombre de tracés que l'on prend, les fonctions auront tous tendance à diminuer. L'unanimité semble impossible. Quand le nombre de changements d'état est moyen et le nombre d'éléments l'est aussi, peu importe le nombre de tracés, on peut constater que les tracés stagnent autour de la moitié du nombre d'éléments. Une unanimité semble possible, cependant elle ne se produit pas. Quand le nombre de changements d'état est moyen, le nombre d'éléments est petit.
Peu importe le nombre de tracés, on peut constater que les tracés peuvent atteindre tous les nombres d'occurrences de 1. Une unanimité peut se créer plusieurs fois. Notre programme peut être utile dans la mise en situation suivante. Tous les humains sont sur Terre et en bonne santé. Il n'y a pas de maladie. Puis une maladie apparaît et les humains qui l'attrapent ne sont plus en bonne santé. Certains humains sont contaminés, tandis que d'autres guérissent. Sachant qu'il est possible de guérir de la maladie sans intervention médicale, des scientifiques veulent savoir s'il est vraiment nécessaire de chercher un remède et se demandent donc s'il est possible que tous les humains soient de nouveau en bonne santé. Notre programme nous permet donc de répondre au problème de la manière suivante. On peut donc en conclure que plus le nombre d'humains est grand, moins il y a de chances qu'ils reviennent tous dans un état de bonne santé. Cependant, si nous prenons un petit échantillon d'humains, il y a de grandes chances qu'ils reviennent tous en bonne santé, et si nous prenons un échantillon moyen, cela peut se produire.